Salutations voyageurs, je suis Tensar et bienvenue sur ma première vidéo de Genshin Impact. Vous l'avez peut-être remarqué, Genshin a un univers vaste qui recèle de mystères. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Mondstadt et son histoire de manière chronologique, en me basant sur le contenu du jeu, c'est-à-dire les livres, les quêtes, les personnages et également le manga officiel du jeu, qu'on peut trouver sur le site officiel. Mais pour commencer, nous allons découvrir Teyvat, le monde de Genshin. Teyvat est un continent partagé par 7 nations, et chacune de ces nations représente un des 7 éléments présents en Teyvat. Mondstadt pour l'élément Anemo, le vent, Liyue pour l'élément Géo, la terre. Cette nation est inspirée de la Chine du début de notre ère. Inazuma pour l'élément électro, la foudre, inspirée du Japon féodal. Bon, le Japon féodal ça veut pas dire grand chose. Inazuma a fermé ses frontières, tout comme le Japon, qui en 1650 instaura une politique isolationniste qui se termina 200 ans plus tard, en 1842. Sumeru pour l'élément Dendro, les végétaux. Son académie est d'ailleurs réputée à travers tout Teyvat pour être le centre de la connaissance du continent. C'est d'ailleurs là que s'est formée Lisa. Cette nation est probablement inspirée de la Mésopotamie, plus particulièrement de la partie sud, dans l'actuel Irak, mais possède aussi des inspirations égyptiennes. Fontaine pour l'élément hydro. Fontaine semble inspirée de la France des 18e et 19e siècles, mais aussi du style steampunk. Natalan pour l'élément pyro. Inspiré de l'Amérique latine et précolombienne, il semblerait qu'il y ait un volcan au sein de cette nation. Snezhnaya pour l'élément cryo. Inspiré de la Russie du 16e au 18e siècle. Les Fatui que l'on peut voir en jeu sont l'armée de cette nation. Il y a des milliers d'années, les dieux se sont affrontés pour le titre d'Archon. De cette guerre, seuls 7 dieux pouvaient prétendre au titre, ce qui résulta aux 7 nations que l'on connaît aujourd'hui. Ces archons qui étaient du même élément que leur région, les refaçonnèrent à leur volonté. Aujourd'hui, seuls 2 de ces archons sont encore en activité. Depuis la surface de Teyvat, il est possible d'observer une île dans le ciel. Cette terre est nommée Celestia. C'est la terre des dieux. De nombreuses légendes sur Celestia existent, dans lesquelles il est parfois fait mention de la possibilité pour les mortels qui se seraient distingués de s'élever en Celestia et de devenir un dieu. Il est dit que c'est le lieu depuis lequel les dieux veillent sur Teyvat. En regardant bien, on peut voir que l'île centrale de Celestia est entourée par une ceinture de plusieurs îles, qui sont reliées entre elles par une sorte d'anneau. Et il est également souvent fait mention d'un autre continent. Khaenri'ah ne fait pas partie de Teyvat. Ce serait un monde souterrain qui n'est pas sous le contrôle des 7 archons. Cette nation qui fut bâtie sans l'aide des dieux était considérée comme la fierté de l'humanité par ses habitants. Son environnement particulier rendait difficile le développement naturel de la vie. Pour cette raison, les alchimistes se concentraient plus particulièrement sur la création de la vie, qu'ils appelaient l'art de Kémia. Plus tard dans la vidéo, je reviendrai sur Khaenri'ah. Maintenant que nous avons vu l'ensemble du monde de Genshin, regardons l'histoire de Mondstadt, depuis l'époque de la guerre des archons jusqu'à maintenant. Il y a environ 2600 ans, Mondstadt était une région enneigée, dominée par plusieurs dieux, dont Dekabarian, le seigneur de la tour, Andros, le roi du vent du nord, et la déesse du temps, dont on ne connaît pas encore le nom. Nous ne savons pas exactement si Dekabarian est le premier archon Anemo, étant donné que des sources se contredisent. Certaines parlent de lui comme étant un archon, alors que d'autres ne le nomment pas de cette manière. Il bâtit l'ancienne cité de Mondstadt et y protégea son peuple en son sein. La cité est aujourd'hui connue comme l'antre de Storm Terror. Lorsque l'hostilité entre Andros et Dekabarian atteignit son paroxysme, Andros déclara la guerre à Dekabarian. Ce dernier enferma son territoire dans un mur Anemo, faisant de la tour de Mondstadt l'œil d'un cyclone. Leur affrontement transforma la région en une terre désolée, où il était difficile à y vivre pour les humains. Un texte dit qu'alors que Dekabarian pensait être aimé de son peuple,
Ils croyaient que lorsqu'ils se baissaient et se couchaient au sol devant lui, c'était par gratitude et respect pour leur dieu roi. Alors qu'en réalité, ils étaient écrasés par les vents violents qui parcouraient la cité. C'est probablement une hyperbole, mais ça montre le décalage entre ce que voyait Décabarian et comment son peuple vivait auprès de lui. Un chevalier ayant servi sous les ordres de Décabarian, mais ne supportant plus son règne, décida d'emmener son clan hors de la ville. Toutefois, la vie y était beaucoup trop difficile. En quittant les vents de Décabarian, ils se retrouvèrent sous les blizzards de neige d'Andros, et ils perdirent tout espoir. Alors qu'un esprit animaux passait dans les vents gelés, il entendit les prières de Gunhildur, la fille du chevalier qui dirigeait le clan. Les prières et la détresse du clan se matérialisèrent en une puissance qui envahit l'esprit. L'esprit Barbatos utilisa ses nouveaux pouvoirs pour créer un abri au clan, et conféra à Gunhildur le pouvoir de les protéger. Elle devint la première prêtresse de Barbatos. Alors que les années passaient, le combat entre les deux dieux ne cessa pas. Aucun des deux n'était en mesure de vaincre l'autre. Il semblerait que cette guerre ait changé Décabarian, qui n'écoutait plus les demandes de ses chevaliers et de ses proches. Il était probablement devenu obsédé par Andros. Un jeune barde jouant de la lyre dans les tempêtes étouffaient les sons, fit le vœu de pouvoir voir les oiseaux voler dans le ciel. Barbatos se prit d'affection pour le barde, et lui accorda son aide. Un chevalier au nom inconnu étant probablement un ancêtre de la famille Ragvinder, qui est la famille de Diluc, et Amos, l'amante de Décabarian, se joignirent au barde. Eux quatre menèrent la révolte face à Décabarian. Et Gunhildur mena son peuple au combat pour aider les rebelles de Mondstadt. Mais le jeune barde mourut dans la bataille. En mémoire à son ami qui souhaitait uniquement être libre, l'esprit prit l'apparence du barde. Suite à la mort de Décabarian, le titre d'archon aurait pu revenir à Andros ou à Barbatos. Mais Andros ne souhaitant pas le titre, il ne poursuivit pas la guerre face à Barbatos. On ne sait pas encore ce qui a mené à la guerre entre Andros et Décabarian. Toutefois, on peut voir qu'Andros a cessé de combattre après la mort de son ennemi. Il arrêta de créer des blizzards et de geler les terres. Barbatos lui attribua la tâche de défendre Mondstadt, faisant de lui le premier des 4 vents, qui à cette époque ne possédait pas encore cette appellation, puisque les 4 vents furent créés environ 1600 ans plus tard. Le nouvel archon refaçonna Mondstadt, et modifia le relief de la région, telle qu'une montagne enneigée connue sous le nom de Mont Pylos devint une petite île dans l'océan, maintenant connue sous le nom de récif de Musk. D'après les Mondstadtois, Barbatos transforma également le climat de la région, pour qu'elle ne soit plus recouverte de neige, ce qui permit aux habitants de se développer. Toutefois, il est également possible que le climat enneigé provenait des tempêtes qu'invoquait Andros, pendant sa guerre face au Seigneur de la Tour. Ce qui aurait facilité la transformation de la région par Barbatos, mais qui aurait pu être interprété comme venant de ses seuls faits. Par crainte de devenir comme Décabarian, l'archon Anemo décida de ne pas diriger lui-même Mondstadt, laissant les habitants libres de leurs choix et de leurs actions. Il ne resta pas auprès des humains, mais il continua de protéger Mondstadt avec la déesse du temps. Mondstadt est la cité de la liberté, et la capitale de la nation du même nom. D'inspiration allemande, et probablement particulièrement inspirée de la Bavière, son nom signifie ville de la lune, en allemand. On peut aussi y trouver des inspirations de divers pays européens, dont la France. Le peuple qui avait quitté l'ancienne Mondstadt construisit la nouvelle cité au centre du lac de Cidre. L'aristocratie, composée des clans qui vivaient dans l'ancienne cité, mais également de certains clans qui avaient réussi à vivre en dehors de ces murs, dirigèrent la ville. La fonte des glaces dans la région transforma son climat, qui devint tempéré et permit de cultiver différents fruits et légumes, comme les pommes qui sont une fierté des Mondstadtois, ou permit la production de vin, réputé à travers tout Teyvat. Il fut un temps où les aristocrates étaient un modèle pour le peuple. Leur comportement ainsi que leur sagesse étaient source d'inspiration pour les Mondstadtois. Le noble se devait de protéger son peuple, car ils étaient eux-mêmes des héros du peuple. Tous accueillaient avec plaisir les moins fortunés à leur banquet. Le clan Lorenz mena le peuple à fonder la statue en l'honneur de Barbatos, qui se trouve sur la place de la ville. Alors que la région prospérait,
On peut voir que les Mondstadtois vénéraient Barbatos, mais également la déesse du temps, qui les avait guidés et aidés. Ils étaient vénérés comme étant les vents du temps. Les Mondstadtois utilisèrent un ancien lot de culte du clan Himmelnoker, datant de la guerre des Archons, et y créèrent des combats en l'honneur des dieux. Les lances étaient grandement utilisées par les gladiateurs, entraînant les nobles à ne pas utiliser ce type d'armes, qu'ils considéraient comme étant pour les petites gens et les esclaves, ou pour toute autre raison. À une période inconnue, quand la glace avait fondu et que la terre était utilisée par les humains, probablement à l'époque de l'ancienne aristocratie, un dragon élémentaire était né de l'élément Anemo. Découvrant le monde pour la première fois, il souhaitait comprendre les humains qui avaient peur de lui, et le haïssait car il ravageait leur culture. Il entendit la mélodie de la lyre sacrée de Barbatos. Devalin, le dragon Anemo, décida de rester à ses côtés, car il désirait être compris de tous les êtres. Il apprit le langage des humains auprès de l'Archon. La plupart des festivals et coutumes remontent à l'époque de l'ancienne aristocratie. Les nobles avaient pour tradition de chasser en compagnie du peuple, et de partager le gibier. Ce loisir était un moment de partage avec le peuple et les serviteurs, et permettait aux nobles de montrer sa bienveillance. L'amphithéâtre de la maison Himmelnoker servait de lieu où se jouaient des scènes, des spectacles et des combats en l'honneur des dieux. La fête des Alizés est un des 2 festivals majeurs. Il se passe en mars et puise ses racines à l'époque du règne de Dagoberen, bien qu'à cette époque ce n'était pas encore une fête, mais un nom de code utilisé par les rebelles. Il a ensuite été transformé en un festival qui consiste à offrir une fleur d'Alizé aux personnes qu'on aime et à Barbatos. L'Alizé peut être accompagné d'un autre cadeau, tel que des poèmes d'amour. Bien qu'il y ait une ambiance romantique lors de ce festival, les Alizés n'ont pas pour vocation d'être offertes uniquement dans le cadre de romances. Le Festival des Alizés est l'occasion de créer et de renforcer ses relations avec les autres. Le Ludir Pastrum est la seconde fête majeure. Le festival met en avant le vin, les chants et le planage qui sont l'emblème de Mondstadt. Constituée de jeux, elle est la plus appréciée des enfants. Cependant, Mondstadt changea lorsque l'aristocratie transforma ses fêtes et coutumes, en les réservant uniquement aux nobles. Il y a 1000 ans, alors que le seigneur Lorenz de la maison du même nom dirigeait Mondstadt depuis la cathédrale qu'ils avaient transformée pour en faire le palais de la ville, les anciennes traditions furent transformées. Les nobles ne partageaient plus le gibier avec leur peuple. L'amphithéâtre n'était plus en l'honneur des dieux, mais pour le plaisir personnel de la maison Lorenz. Seul le fils du seigneur Lorenz, Barca Lorenz, avait le droit de jouer et de gagner le Ludir Pastrum. Venessa et son clan avaient fui leur terre natale, à cause de la présence que représentait le dragon Ursa qui les affamait. Ils décidèrent d'immigrer à Mondstadt, mais ils furent pris comme esclaves par la maison Lorenz, et Venessa combattit dans l'arène en tant que gladiatrice, où elle devint connue sous le nom de Croc de Lion. L'aura d'Ursa réveilla Barbatos, qui dormait depuis des siècles. Il décida d'aller dans la ville sous le nom de Venti, en se faisant passer pour un simple barde. Il y découvrit la tyrannie de l'aristocratie, et rencontra Venessa avec qui il se lia d'amitié. Le seigneur Lorenz fit combattre Venessa hors des murs de la ville, en forçant les Muratins à combattre avec elle, dans le but de se débarrasser de tous. Depuis que les Muratins avaient rejoint Mondstadt, la ville était sous la menace du dragon. Pour se débarrasser de ce problème, Lorenz décida d'offrir les Muratins en offrande à Ursa, pour ne plus vivre sous la menace constante du dragon. Lorenz ordonna à ses archers de tirer sur les esclaves qui tentaient de fuir. Persuadé de sa victoire, il promit à Venessa de lui offrir toutes ses possessions et les clés de la ville si elle l'emportait. Tellement aveuglé par sa cruauté, il ignora son propre peuple qui, dans le même temps, commençait à se révolter. Venti intervint pour sauver Venessa face à Ursa. Cependant, ce n'était là que le début de la rébellion. On peut notamment y noter l'aide qu'a apporté Ragvinder, qui créa la maison Ragvinder dont Diluc est aujourd'hui le seul membre connu encore en vie. Plusieurs membres de l'aristocratie avaient rejoint la rébellion aux côtés des rebelles. La maison Gunhilder, qui prit part à la révolte, évita ainsi de subir le même sort que les autres nobles. Venessa remporta la rébellion, et les nobles ayant participé à la tyrannie de l'aristocratie furent exilés hors de la région.
Ursa décida probablement d'abandonner face à l'Archon Anemo. Mais il revint quelques années avant l'arrivée du voyageur à Mondstadt. L'ordre de Favonius fut créé par Venessa, et ses membres agirent comme des gardiens de la paix. Le chevalier de l'ordre doit aider les citoyens, et être l'image de Mondstadt auprès des étrangers, en étant accueillant tout en restant vigilant aux éventuelles menaces. D'après les légendes, Venessa fut reconnue par les dieux, et s'éleva vers Celestia à Vent-Levé, laissant derrière elle une jeune pousse qui devint un gigantesque chêne. Vent-Levé est aujourd'hui parcouru d'énergie Anemo, ce qui permit à Barbatos de régénérer son énergie à plusieurs reprises. À la suite de l'ascension de Venessa, les 4 vents furent établis et vénérés des habitants de Mondstadt. Ils sont aujourd'hui connus comme le loup du Nord, le faucon de l'Ouest, le lion du Sud et le dragon de l'Est. Il y a environ 500 ans, la dynastie de l'Éclipse Noire qui dirigeait le royaume de Khaenri'ah s'effondra. Un alchimiste créa une armée de monstres sang noir, en faisant appel à des forces maléfiques venues d'un autre monde. Ces créatures pillèrent et détruisirent tout ce qui se dressait devant eux. Durin, un dragon noir serpentin, projeta son ombre sur la ville, terrorisant les villageois et mettant fin à la période de paix dont Mondstadt profitait. Alors que le ciel était noir et que des nuages toxiques s'élevaient dans le ciel, l'ordre de Favonius ne pouvait rien face à l'abomination. Barbatos entendit l'appel des Mondstadtois, et il vint à leur aide. Il invoqua le dragon Anemo Devalin, qui écarta les nuages toxiques de son pouvoir. Aidé par l'Archon, Devalin affronta le dragon des ombres, et ils l'emportèrent face à Durin, à la montagne de dragons qui se trouve au sud de Mondstadt, où les restes du monstre ont été éparpillés dans la montagne. Mais Devalin fut blessé dans la bataille, et le sang du dragon noir se mélangea à celui du dragon Anemo. Devalin alla dans les ruines de l'ancienne cité, et plongea dans un sommeil profond, persuadé qu'un jour il serait réinvoqué. Peut-être avant, peut-être après, ou alors pendant les événements avec Durin, l'ordre de Favonius était dirigé par Arundolin. Le grand maître de l'ordre de Favonius lança une expédition en Khaenri'ah, où il y mena ses hommes. Nous ne savons pas exactement ce qu'il y trouva. Il revint à Mondstadt après avoir perdu une partie de ses hommes, dont Rostam, qui était son meilleur ami. Quatre années avant que l'aventure du voyageur commence, Ursa réapparut à Mondstadt. Crépus, qui était accompagné de son fils Diluc, fut alors attaqué par le dragon. Crépus, qui possédait un œil maléfique, qui n'est autre qu'un œil artificiel, réussit à repousser le dragon. Mais l'utilisation de l'œil le tua. Diluc, qui avait alors 18 ans et était déjà capitaine de l'ordre de Favonius, quitta l'ordre, qu'il jugeait inefficace. Quelque temps plus tard, un des 11 exécuteurs des Fatui tua Ursa, ce qui permit des accords entre les Fatui de Snezhnaya et Mondstadt. La Cité de la Liberté qui était redevable envers les Fatui accepta plusieurs accords, dont un qui encourageait les jeunes de Mondstadt à rejoindre les rangs des Fatui. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Car en réalité, ils servaient de cobayes pour les expériences de l'exécuteur Dothoré, qui est le même exécuteur qui tuait Ursa. Aujourd'hui, le grand maître de l'ordre de Favonius est Varka. Mais 6 mois avant les événements du jeu, il lança une expédition au nord, emmenant avec lui les plus puissants membres de l'ordre de Favonius. Et il laissa Jeanne diriger l'ordre en son absence, faisant d'elle la grande maîtresse suppléante de l'ordre. Bien que la région soit prospère et n'ait pas connu de conflits majeurs, les citoyens semblent avoir oublié certaines de leurs traditions, notamment celles étant liées à leur religion. Les temples qui étaient autrefois utilisés pour prier les 4 vents ne sont plus que des ruines où se cachent des monstres. L'ancien amphithéâtre qui était dédié aux dieux n'est plus visité que par des aventuriers et archéologues. La déesse du temps n'a paradoxalement pas survécu au passage du temps lui-même.
elle fut oubliée des mortels. Devalin, qui n'avait pas été revu depuis son combat face à Durin, fut oublié des Mondstadtois, qui ne portaient plus autant d'intérêt aux Quatre Vents. Infecté par le sang de Durin, et délaissé de ceux qu'il devait protéger, l'Ordre de l'Abîme réussit à corrompre l'esprit de Devalin. Lors de son retour, il fut surnommé Storm Terror par les citoyens qui voyaient en lui une menace. On peut observer que bien que l'aristocratie ait été détrônée, les nobles sont généralement bien vus par le peuple, et occupent une place centrale au sein de la société, ou dans les rangs de l'ordre de Favonius. Le vignoble principal de la région appartient à la maison Ragvinder, à laquelle Diluc appartient. Quant à la maison Gunhildr, les descendants du clan qui avait été le premier à vénérer Barbatos, ils tiennent des positions importantes au sein de l'ordre ou de l'église, comme Jeanne ou Barbara. Quant au clan Lorenz qui avait dirigé Mondstadt avant d'être exilé par Venessa, leur présence est à nouveau tolérée dans la ville, même s'ils sont vus d'un mauvais œil par les habitants. À l'époque de l'aristocratie, le maniement de la lance était mal vu. Bien que Venessa ait banni les nobles tyranniques hors de la région, il semblerait que le maniement de la lance ne soit pas particulièrement encouragé, et peut-être encore mal vu. Actuellement, seule Rosalia à Mondstadt manie une lance, mais je doute que ce soit très flatteur d'être utilisé uniquement par un personnage qui incarne la décadence de l'église de Favonius. Et bien nous voilà à la fin de cette vidéo, dont j'espère que vous en avez apprécié le contenu. Pour une première vidéo, j'ai préféré aborder un thème assez vaste sans rentrer dans tous les détails. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo est aussi longue, ça ne me semblait pas pertinent de parler des anciennes civilisations, des dieux, ou de n'importe quel sujet obscur. Pour les prochaines fois, je compte m'attarder sur des sujets précis et peut-être faire quelques théories. Peut-être que nous allons nous rapprocher de l'identité de Paimon, en tout cas à terme je compte bien découvrir qui elle est. N'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en avez pensé, à me corriger si vous avez trouvé des fautes, des erreurs, et à me partager vos idées. Pensez à laisser un pouce rouge ou vert selon votre appréciation, et je vous dis à la prochaine fois, si il y a une prochaine fois.